Pour compléter cette vidéo sur le marketing et les points clés du business model en matière de marketing, nous recevons aujourd'hui Pierre Alzingre, qui est un expert de la question. Il est fondateur de Visionary, agence de conseil en marketing et innovation, et il a été également directeur d'un incubateur. Merci Pierre Alzingre d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous Véronique. Alors dans ce MOOC, on s'intéresse tout particulièrement aux projets innovants, et donc par définition qui n'existent pas sur le marché. Alors comment détecte-t-on qu'un produit ou un service qui n'existe pas va plaire aux clients? Alors déjà, une start-up, quand on repense à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le contexte concurrentiel local, régional, national, mondial, cette start-up va être basée sur, on va dire, la solution à apporter un problème. Cette solution, elle doit être portée par quelqu'un qui connaît l'écosystème du problème dans lequel il se déroule. En gros, voilà, vous voulez faire une baguette de pain, si vous n'avez jamais fait de la boulangerie, vous voulez monter un truck food, vous n'avez jamais été dans un restaurant, vous n'avez pas d'expérience, vous aurez beaucoup plus de problèmes automatiquement que le concurrent d'à côté qui va faire exactement la même chose que vous. C'est la concurrence instantanée qui change la donne aujourd'hui. Quand auparavant on pouvait se permettre finalement d'une moins bonne qualité, ou finalement de dire « Oh, mais je suis une start-up, donc je commence, j'essaye, et puis on verra la qualité derrière ». Non, ça n'existe plus. On n'a qu'une seule possibilité de faire une première bonne impression, comme disait Winston Churchill. C'est exactement pareil pour les start-up. Surtout qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'argent qui se présente pour le financement, mais on a aussi également énormément de projets. Donc ça veut dire que comment finalement on peut résoudre un problème par rapport à un domaine donné. Le mieux est que vous soyez acteur de ce domaine-là, le mieux est que vous ayez des connaissances précises, le mieux est que vous ayez des partenaires au succès. La question principale que vous devez vous poser, c'est qui a intérêt au succès de mon entreprise, au succès de ma start-up. À partir de là, vous pouvez imaginer dans 4 grandes directions, ceux qui vont acheter mes produits, les distribuer ou influencer ou les prescrire, ceux qui vont m'aider à le construire, ceux qui me représentent, les institutionnels, et puis ceux qui vont me financer, les financiers, les banques ou les assurances ou les business angels. Dans tous ces acteurs-là, il y a quelqu'un qui va vous donner une indication précise sur la force de votre idée pour résoudre le problème que vous avez identifié. Si vous ne faites pas partie de l'écosystème de départ, si vous n'avez pas d'expérience sur le domaine d'activité dans lequel vous vous lancez, ce n'est pas impossible, hein, c'est aux innocents les mains pleines, comme on dit. Ça devient quand même de plus en plus rare. Et le concurrent qui va se développer à côté de vous, qui lui sera expérimenté, qui lui connaîtra cet écosystème et donc tous les partenaires au succès, aura une longueur d'avance par rapport à vous. Est-ce que vous serez en mesure ensuite de rattraper cette longueur d'avance par rapport à la force de votre idée ? Mesurer, comment on peut mesurer, et c'est ça hein, la question, hein, comment finalement on peut... Parce qu'en fait, ce que vous nous dites, c'est que pour plaire aux clients, puisque l'idée de départ c'était comment fait-on pour plaire aux clients quand on a une idée nouvelle et qui n'existe pas sur le marché, votre réponse c'est que pour plaire aux clients, il faut maîtriser l'écosystème intégrant différents partenaires, y compris les financiers, y compris etc. etc. Voilà, alors maîtriser c'est un bien grand mot, mais en tout cas le connaître, et savoir les ressorts, c'est savoir finalement quelle est la place de chacun dans cet écosystème. Un banquier peut avoir un rôle déterminant parce qu'il n'y a que lui qui finance. On a su par exemple sur la location de véhicules entre particuliers que l'acteur de référence, c'était l'assureur. Les clients étaient quasiment prêts, les fournisseurs, enfin, etc., la solution informatique était en place, mais tant qu'on n'a pas trouvé un assureur, et je crois de tête que c'est Allianz qui a joué ce rôle-là, tant que Allianz n'a pas mis son accord sur un contrat d'assurance, ben, on va dire que la location n'a pas explosé. Donc vous avez un acteur aujourd'hui qui est soit un facilitateur, soit un bloquant. Vous devez le connaître. Et cette personne-là, ou cet acteur-là, va être un de vos acteurs au succès. Et c'est lui qui va vous donner peut-être la force de votre idée. Déjà, arrivez-vous à qualifier votre problème? C'est la première des questions. Quand vous avez qualifié votre problème, vous pouvez mesurer la force de votre solution. Qu'est-ce que vous faites gagner? Et non pas ah oui, j'ai pensé à un truc qui serait mieux, ou qui serait moins bien, ou qui permettrait ci ou ça. Non, c'est quoi en pourcentage, c'est quoi en chiffres, c'est quoi en euros, en dollars ou en livres? Il faut arriver à critériser, à quantifier l'avantage de votre solution par rapport à la force du problème. D'accord.
Alors, il y a quand même la question du prix, qui reste toujours une question complexe pour mettre un produit sur le marché, tout particulièrement quand c'est un produit totalement nouveau. Alors, est-ce qu'on fait une étude de marché? Comment est-ce qu'on détermine le prix d'une innovation? Et puis, comment est-ce qu'on peut faire une étude de marché si le marché n'existe pas, puisque c'est une innovation? Alors, voilà, un marché qui n'existe pas. Il y a quand même toujours un marché. Ouais. Il y a toujours un marché parce que bien souvent, l'idée que vous avez eue, elle correspond à un problème qui est vécu par des acteurs. C'est votre premier marché. Imaginez toujours un fromage, d'accord, quand on parle de marché, avec un segment de ce fromage, et puis quand on fait un grand point au centre, ça fait une sorte de serrure. C'est la clé de votre marché. Cette clé de votre marché, elle vous identifie un segment. Ce segment, c'est des gens qui sont d'accord avec vous et qui sont faciles à être touchés. Donc qui sont les clients, les consommateurs ou les partenaires qui sont faciles à toucher et qui sont déjà convaincus par la force de votre idée. Ça déjà, ces gens-là, quand vous allez vous rapprocher d'eux, on en réfère finalement aussi aux questions précédentes, vous allez pouvoir imaginer un prix avec eux, ou en tout cas, c'est quoi les conditions d'accès, ou c'est quoi l'accessibilité. Parce que la crainte finalement dans le marketing, c'est l'art de créer une marque, c'est surtout l'art de créer de la valeur. Pourquoi je vendrais moins cher quelque chose dont le prix peut être plus élevé? Ce serait dramatique pour une entreprise. En gros, vous allez créer une start-up qui est un sport extrêmement aventureux et extrêmement dangereux. Et en plus, vous allez laisser une part de marge sur le marché parce que vous auriez pu vendre plus cher quelque chose que vous allez sabrer ou quelque chose que vous allez solder entre guillemets parce que vous dites « je suis petit, je démarre, si j'ai déjà des clients, ce sera sensationnel ». Non, c'est pas ça. On n'est pas petit et on ne démarre pas. Comme on a toujours, voilà, on cherche toujours à faire la meilleure impression possible, on a des outils aujourd'hui pour paraître gros alors qu'on est tout petit. Regardez les outils qui sont présents aujourd'hui sur Internet, en termes de vidéo, en termes de présentation, en termes de qualité de pitch et de comment je construis la présentation de mon entreprise. Vous avez tout aujourd'hui pour paraître plus gros que ce que vous êtes. Mais surtout, vous devez penser qualité et garantie du service quand vous créez votre entreprise. Si vous créez de la qualité, si vous accompagnez votre produit par un bouquet de services, si vous entourez votre client de services, ce client-là, il ne va pas chercher à vous négocier le prix. Il va voir la force d'une solution par rapport à l'acuité ou par rapport à la force de son problème et vous allez ainsi mieux valoriser votre produit. Le prix, finalement, c'est quelle est la qualité que vous amenez et qui rencontre un problème que vous allez résoudre avec le maximum de facilité pour le client. On est prêt aujourd'hui à regarder ce qu'a fait iTunes. Apple, finalement, a permis la valorisation des titres musicaux, ou en tout cas a permis, quand aujourd'hui, on va dire, le téléchargement illégal est largement permis, largement permis, ou en tout cas largement accessible, d'accord, techniquement, aujourd'hui, en 2 clics, vous achetez une chanson sur Apple. Donc pourquoi j'irais m'embêter, entre guillemets, à prendre un risque à télécharger, alors qu'aujourd'hui, pour 1 euro, ce qui peut paraître cher, je télécharge légalement une musique. Ça veut dire que vous entourez votre client de service, c'est-à-dire que quand il a envie de quelque chose, votre produit est accessible. Ça, c'est la première dévalorisation du prix d'un produit. Un petit peu la même question, mais pas sur le prix ici, c'est sur les canaux de distribution. Le produit n'existe pas, comment trouver des canaux de distribution? Alors, toujours pareil, hein, si vous partez de cette base, c'est-à-dire qui a intérêt au succès de mon entreprise, vous allez trouver sur le marché des gens qui peuvent vous prescrire, qui peuvent vous distribuer, qui peuvent vous vendre, qui peuvent influencer votre acte. Donc déjà, ces gens-là, ils vont vous donner une première indication de canal historique, entre guillemets, de vente du produit. Ça peut être des pure players digital, ça peut être uniquement des canaux physiques. Catherine Barba, serial créatrice d'entreprise, a inventé un terme qui s'appelle le phygital. Le phygital, c'est apporter le digital dans des endroits physiques, le retail, la distribution. Et c'est permettre également des liens avec une distribution physique quand on est uniquement digital. Et bien vous, quand aujourd'hui vous créez votre start-up, vous devez penser à ça. Ça s'appelle du multicanal. Extrêmement compliqué à réaliser. Extrêmement compliqué parce que vous devez maîtriser plusieurs canaux de distribution et plusieurs canaux de communication en assurant la même qualité de service, la même qualité de contact par rapport à tous les parcours clients et pour proposer le même prix à la fin. Parce que si votre stylo
est moins cher sur Internet que dans le magasin physique, vous allez plus vendre sur Internet. Et vos magasins physiques ne seront pas contents parce que vous vendez par Internet. Et si demain, et l'inverse est également vrai. Donc aujourd'hui, quand on parle de distribution, on parle de cohérence. Et on parle de point d'accès le plus facile qui va permettre la meilleure valorisation possible de mon offre auprès d'un client. Un distributeur aujourd'hui est en hyper-concurrence permanente. La petite papeterie qui fait ce stylo-là, il a face à lui tous les géants du web et les Amazon qui vont vendre ce style de stylo. Donc, rapprochez-vous toujours de l'acteur de la distribution qui a envie de vendre votre produit et qui s'engage pour le faire. On n'est pas en train de créer des stratégies de distribution, enfin pas exclusives, mais en tout cas uniquement branchées sur un canal de distribution. Et aujourd'hui, on est en pleine co-création. C'est-à-dire que le partenaire au succès que vous allez identifier, ce partenaire-là, il doit avoir envie de s'engager avec vous. Pourquoi aujourd'hui on assiste à un rapprochement des grands groupes et des petites startups? C'est parce que les grands groupes sont jalouses de cette agilité, de cette créativité qu'il y a dans les startups, et parce qu'elles sont un peu bloquées en interne, parce qu'elles n'arrivent pas à créer. Parce que le propre d'une grande entreprise, c'est de dupliquer quelque chose qu'on a mis longtemps à créer. Le propre d'une start-up, c'est de chercher à dupliquer quelque chose qu'on a du mal à imaginer, à créer. Donc aujourd'hui, en vous rapprochant d'un acteur au succès, notamment un distributeur, vous allez lui permettre cette agilité, vous allez lui permettre cette créativité, vous allez lui apporter un sang neuf dans ses veines. La contrepartie de ce partenariat, c'est que lui doit vous aimer. Il doit vous aimer et il doit le montrer, et il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc qu'est-ce que vous faites pour vendre mon produit? Et comment communiquer avec de très petits budgets? Alors, comment communiquer avec de très petits budgets? Quand on n'est pas visible, on est invisible. On disait ça souvent pour les marques de cosmétiques, parce que les marques de cosmétiques, c'est souvent le marché aux alouettes. Quand vous rentrez dans un magasin, vous avez quasiment 3000 marques, quelquefois. Imaginez le grand Sephora des Champs-Élysées, vous avez 3000 marques. Pourquoi un consommateur ou une consommatrice viendrait se perdre tout au fond à gauche pour trouver ma marque à moi? Vous allez apparaître si quelqu'un vous porte. Si cet acteur au succès dont vous parlez tout à l'heure, celui qui est en train de vous démontrer son amour par des preuves d'amour, vous prend avec vous par la main en disant « Viens, je vais t'amener ». Ça s'appelle du co-branding. Je pense que les marques qui réussissent le mieux, tiens, je parlais de Drivey tout à l'heure, ou un site internet qui louait des places de parking sur des aéroports, il était totalement inconnu jusqu'au jour où Vinci a signé avec lui, jusqu'au jour où Voyage SNCF a signé avec lui. Donc, pensez toujours au taekwondo, pensez toujours aux arts martiaux. Vous utilisez la force des adversaires. Ben, nous, en marketing, on va utiliser la force des partenaires. Vu que vous êtes dans une concurrence mondiale exacerbée, vous devez utiliser la force de vos partenaires pour apparaître. C'est quoi un partenaire? Un partenaire, ça peut être un grand groupe ou quelqu'un qui a déjà une place importante sur le marché. C'est quoi sa place? C'est quoi ses bases de données? C'est quoi sa capacité à être bien référencé sur Internet? C'est quoi sa capacité à diffuser une newsletter? Imaginez quand demain vous pactez, vous faites un partenariat avec ce grand groupe qui a besoin de vous et de votre sang neuf. Imaginez demain quand vous allez apparaître sur sa newsletter qui est diffusée à 1000, 2000, 3000, 5000 exemplaires. Automatiquement, vous gagnez 5000 contacts que vous n'auriez jamais pu avoir, hormis le fait de pouvoir les acheter. Alors, il y a des modèles économiques dans lesquels on prévoit des levées de fonds extrêmement importantes pour financer des campagnes de communication. Vous avez 3 nouveaux styles de médias aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous avez les 6 médias classiques, TV, cinéma, affichage, etc., vous avez aujourd'hui 3 grandes familles de médias qui se décomposent entre mes médias qui m'appartiennent, mes médias propriétaires, les médias que je vais gagner et les médias que je vais acheter. Et bien, ce circuit-là, c'est le circuit classique d'une start-up. D'abord, je fais mes médias propriétaires, on en parlait tout à l'heure. Tous les moyens sont disponibles aujourd'hui sur Internet pour construire des outils médias de qualité. J'ai un beau site Internet qui fait penser que je sais gérer de la qualité, que je suis plus ou moins gros, alors que je suis tout petit. Ces médias propriétaires, grâce au premier ami des startups qui est le journaliste, va me permettre de gagner des médias. Pensez toujours à l'ami, au partenaire au succès, qui est celui qui va influencer. Quand on parlait des acteurs, des partenaires au succès, l'influenceur est extrêmement important. C'est le blogueur, c'est le journaliste spécialisé, c'est la presse locale. Quand on parle de vous dans la presse, ça n'a rien à voir que quand vous achetez une parution dans la presse.
on croit le journaliste, on ne croit pas le marketeur. Le marketeur, c'est un voleur. Le marketeur, c'est quelqu'un qui va promettre et quelquefois ne pas tenir. Donc imaginez quand vous faites une rencontre avec un journaliste qui, lui, va vous dire « Bon, ok, mais comment vous allez tenir votre promesse ?» Et vous lui expliquez. Donc ce n'est pas du public rédactionnel, c'est que vous êtes en train de convaincre le premier ami de la start-up qui est le journaliste. Donc ces médias gagnés sont extrêmement importants. Attention, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont faire, on va dire, la réussite de votre start-up, mais ils peuvent y contribuer. Donc des médias propriétaires, des médias gagnés qui vous font monter, qui vous font apparaître auprès de ces partenaires au succès, qui achèvent, entre guillemets, de les convaincre, pour ensuite que vous ayez les moyens d'acheter des médias. Parce que les médias que l'on achète, notamment la télé, notamment l'affichage, notamment la presse, c'est pas pour rien d'ailleurs que des grands groupes de presse investissent dans des start-up aujourd'hui, en leur permettant quoi? En leur permettant de l'affichage sur leur magazine, de l'affichage dans des spots BFM, où le géant allemand de la presse aujourd'hui investit, a un fonds d'investissement, investit dans des startups et donne des pages entières de publicité dans ces magazines. On multiplie le nombre de contacts, on multiplie le nombre potentiel d'acheteurs de notre solution. Donc finalement, le mot-clé c'est co-construction, co-construction du business model, co-construction de la marque, co-construction de la force de vente, du réseau de distribution. Tout à fait, tout à fait. Le plus important, c'est créer une start-up. C'est un esprit, c'est une start-up ou une entreprise. C'est un état d'esprit. La promesse d'une nouvelle entreprise, la promesse d'une start-up, elle doit être accompagnée d'un état d'esprit d'ouverture, de collaboratif et de co-construction avec des partenaires. Plus vous co-construisez avec des partenaires, plus ils ont intérêt à votre succès et donc plus vous aurez des chances de construire des solutions fortes de qualité et de vous différencier de toute la bande de concurrents qui vous courent après ou qui sont peut-être un peu devant vous. Merci Pierre Alzengre. Merci.